Et c'est donc la revue de presse du Politique. On accueille ce samedi Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti de gauche. Avant d'en venir à vos articles, une question d'actualité. On a appris ce matin que la Chine venait de ratifier l'accord de Paris. Les États-Unis vont sans doute lui emboîter le pas. À eux deux, c'est plus de 40% des émissions planétaires. C'est vraiment une bonne nouvelle pour Paris ? C'est une bonne nouvelle, même si nous, on a trouvé que cet accord était insuffisant, mais et il est nettement insuffisant. C'est intéressant que vous souligniez que les États-Unis ne l'ont pas ratifié, on verra. Et que ils vont le faire ce week-end, normalement, lors du G20. Oui, mais l'accord de Kyoto précédent, ils ne l'avaient pas ratifié, par exemple. Mais bon, c'est un pas, mais nous avions considéré que c'était tout de même un accord qui était nettement en deçà, aujourd'hui, de l'urgence écologique. Donc, petit pas. Alors, vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez sélectionné 3 articles de la presse de cette semaine. Sans surprise, le premier sur les primaires. Jean-Luc Mélenchon ne s'y soumettra pas. Vous avez vous-même écrit un livre qui s'intitule « Le piège des primaires ». C'est quoi le piège ? Alors, c'est l'article que j'ai sélectionné, cet article de Michel Urvois de Ouest France, c'est l'éditorialiste, et c'était intéressant. Vous voyez, ce n'est pas l'opinion de Jean-Luc Mélenchon, mais il démontre bien la mécanique perverse des primaires, et notamment le fait que, pour ce qui est par exemple de la primaire socialiste, la recherche d'un candidat unique de la gauche, mais le système de ceux qui participent à la primaire sont généralement sociologiquement assez ciblés. Je dis ça à la lumière de ce qui s'est passé notamment en 2011, où on s'aperçoit que ceux qui viennent voter sont les CSP+, qui s'intéressent encore à la vie des partis. Les plus engagés, les plus enragés, dit l'éditorialiste. Oui, les clientèles autour des élus. Et en vérité, comme ça, vous avez une forme de tamis social qui est fabriquée parce que les milieux populaires ne viennent pas, surtout. Ils sont déjà très abstentionnistes lors des élections. Ils ne viennent pas là. Et on confie à cette minorité de gens qui gravitent encore autour des partis le choix de désigner un candidat, surplombé par le poids des sondages notamment, ce que j'ai appelé la sondocratie, surplombé par un problème qui est celui de l'argent. On a vu en 2011 que François Hollande avait le budget le plus important par rapport à Martine Aubry et Arnaud Montebourg, c'est lui qui l'emporte. Tous ces éléments-là font que c'est un scrutin déformé. Ça ne sert à rien, vous êtes en train de nous dire que tout le monde se trompe, quoi. Les républicains, les socialistes, mais aussi à l'étranger, les Italiens, les Américains. Oui, je suis en train de dire que c'est singulier et intéressant que les républicains et le Parti socialiste, qui sont les deux piliers de la Ve République, mettent en place le même système. C'est les partis les plus rejetés, en vérité, qui portent la responsabilité des problèmes. C'est pas pour rien. C'est que c'est un filtre. Il y a une profonde aspiration au changement, mais le système qui est là met à distance, en vérité, le peuple. Et les exemples à l'étranger, on n'a pas le temps de développer parce qu'on va vite, mais prenons-les. L'Italie notamment, ce que j'appelle moi la gauche, a quasiment disparu et c'est des personnages de centre-droit qui remplacent. Et aux États-Unis, où la vie politique, selon moi, est corsetée par les primaires, la formidable révolution citoyenne de Bernie Sanders, 12 millions de gens qui le soutiennent, qui veulent un changement, la jeunesse, qui en a assez notamment que l'université soit aussi payante, a été étouffée par ce primaire, par ce système. Donc à chacun de réfléchir. Il n'y a pas de pays, selon moi, où la primaire fonctionne. Il va falloir influer quand même un petit peu sur la campagne d'Hillary Clinton, vu quand même le succès qu'il a eu. Vu le choix du vice-président qui a été choisi par Donald Clinton, c'est pas cette direction-là qui a été prise. Avant d'en venir à votre deuxième article, juste Jean-Luc Mélenchon, il en est où dans ses parrainages ? Bon, on y travaille, d'ores et déjà plus de 200. C'est une difficulté, justement due parce que le fond du problème, c'est la Ve République, qui selon nous est un système antidémocratique. Ce serait quand même inacceptable qu'une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon, je dis ça parce que j'en suis son porte-parole, mais d'autres personnalités d'envergure comme ça ne puissent pas se présenter. C'est un peu toujours la même rengaine. À chaque élection, les petits candidats disent qu'ils n'ont pas les parrainages. Je ne crois pas qu'un homme qui est comme Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 4 millions de voix, c'est un petit candidat. De victimisation. Écoutez... Pour créer le désir. J'aimerais que ce soit une stratégie de victimisation. Vous en êtes où précisément ? Non, mais je viens de le dire, 200, plus de 200. Mais je vais vous dire, moi cet été, je passais des coups de fil. Quand vous appelez un élu qui vous dit, moi je veux bien, mon problème c'est que mon président d'agglomération, mon petit baron local, si je signe pour vous, eh bien la subvention qui m'était accordée pour mon gymnase ou pour mon équipement sportif, c'est possible qu'il se fâche. Bon, là il y a un problème. C'est-à-dire qu'on confie, vous comprenez, le fait de choisir est-ce qu'on peut se présenter ou pas aux élus, aux 36 000 élus qui, quand on les appelle, nous disent, moi j'ai rien contre vous. Je trouverais même normal, évidemment, que Jean-Luc Mélenchon soit candidat, qu'il nous soutienne ou non, mais la pression locale, le système, aujourd'hui, fait que je mets peut-être ma commune en danger. J'ai des cas, je me souviens dans l'Aude, de gens qui me disent on s'est réunis, l'équipe municipale, et on a décidé de choisir aucun candidat parce qu'on ne veut pas se mettre en difficulté avec notamment le département. C'est une difficulté. Je vous assure, franchement, ce n'est pas de la victimisation parce qu'on perd du temps. On y arrivera.
Franchement, on y arrivera. Mais y arriver en décembre, janvier, je préférais qu'on ait réglé ce problème maintenant. C'est pour ça que je lance un cri d'alerte. Et je dis à tout le monde, y compris même des élus de droite, je le dis clairement, accepteriez-vous qu'un homme comme Jean-Luc Mélenchon, 4 millions de voix, au-dessus dans les études d'opinion du président de la République, ne puisse pas être présent? Ce serait inacceptable. Deuxième article, parce que le temps bien file. Sûr, bien sûr. Article sur le Gabon, dans Le Monde du 31 août. Au Gabon, donc la victoire d'Ali Bongo déclenche de violentes manifestations et on voit que la situation n'est pas du tout réglée ce matin. Déclaration de Jean Ping, c'est moi le président. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer la situation sur place? Bon, ce qui se passe là-bas est scandaleux. Il va de soi que tout le monde a vu que les élections ne sont pas démocratiques. Je ne rentre pas dans le détail, vous l'avez décrit ici, notamment des provinces, 99% de participation. 100% de participation. Voilà, bon, donc je crois que là c'est clair. Donc il faut recompter indiscutablement sous protection internationale, sous contrôle international. Mais puisqu'il faut aller vite, je vais aller à l'essentiel. La France là-bas a des liens particuliers avec ce pays, qui est un pays potentiellement riche, qui a un PIB par habitant quasi équivalent à la Finlande, mais évidemment qui a des situations de développement qui n'est pas semblable. Pourquoi? Parce que vous avez une kleptocratie qui s'est mise en place pendant longtemps. Ça suffit comme ça. Le peuple gabonais mérite mieux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire la France? Voilà, par exemple, on a sur place des troupes, on a 600 parachutistes, un contingent. Est-ce qu'on ne peut pas d'ores et déjà interpeller l'ONU pour qu'il leur donne mandat pour que cette troupe serve au moins à ce qu'il n'y ait plus de violence, à ce que notamment le QG de M. Jean Ping ne soit plus bombardé tel qu'il a été le cas. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison. Il faut délivrer un sauf-conduit à M. Jean Ping. On doit, alors c'est pas simple parce que la France a fait tellement d'ingérence là-dedans qu'il ne s'agit pas de tripatouiller à nouveau. Mais on doit au moins créer les conditions que ça s'apaise et que ce ne soit pas la même équipe violente actuellement qui garde les situations. Mais on ne peut pas satisfaire d'un coup de force dictatorial parce que, évidemment, quel est l'enjeu? Je termine. Le pétrole, le manganèse, l'uranium. Donc là-bas, je répète, je fais une proposition, notamment parce que si on reste les bras ballants devant cette situation, on est un peu une caution. Alexis Corbière, troisième article que vous avez sélectionné sur le nombre de non-inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. Vous affirmez qu'il y avait 7 millions de personnes mal inscrites ou non inscrites. Ça paraissait beaucoup. En fait, France Info a vérifié, c'est encore pire, 9,5 millions. Voilà, alors je me suis fait taper sur les doigts par un désintox, mais pourquoi pas? J'avais dit lors d'une émission qu'il y avait... Et en fait, c'est encore plus, 9,5 millions. Voilà. Je voulais juste rappeler, ça ne peut pas rester dans l'angle mort de nos débats, le fait que l'abstention de masse, et aussi beaucoup de nos concitoyens non inscrits, 3 millions, ou mal inscrits, 6,5 millions. C'est considérable, 9,5 millions, c'est sensiblement les voix qu'on a obtenues. Alors on parle souvent des gens non diplômés, des milieux populaires, et puis pas seulement... des gens qui sont inscrits parce qu'ils n'ont pas eu le temps de changer, ou ils ne le savent pas. Mais pourquoi ils ne se réinscrivent pas? C'est que aussi, on voit bien l'avachissement aujourd'hui civique dû à ce système. Les abstentionnistes ou les non-inscrits ne sont pas les coupables, ils sont les victimes du fait que nous avons besoin de nouvelles institutions. Et une fois qu'on a fait ce constat, on fait quoi? Moi, je suis pour, avec Jean-Luc Mélenchon, il faut passer à une 6e République, notamment réfléchir à comment le citoyen est plus acteur durant le mandat. C'est ça la question majeure, c'est que beaucoup de gens ont le sentiment que ça ne sert à rien d'aller voter. Parce que vous votiez pour M. Hollande, ça on a le sentiment, et plus que ça, c'est la continuité d'une politique. Sur des questions européennes, traité Sarkozy-Merkel qui continue, sur des questions sociales, alors que des engagements avaient été pris. Vous voyez, par une 6e République qui donnerait plus de droits aux citoyens, avec des droits de révocation, avec des droits sociaux, des droits écologiques, on peut imaginer évidemment qu'il faut que le peuple revienne à l'action civique. Rien n'est possible sans lui. Une force comme la nôtre, comme Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise, pour elle, le peuple n'est pas le problème, c'est la solution. Si ces millions d'abstentionnistes ne reviennent pas voter, eh bien, aucun changement n'est possible. Alors donc voilà, c'est ça que je voulais pointer, sur le fait que, vous savez, bien souvent, ceux qui parlent, c'est un peu le champ clos de ceux qui vont encore voter. C'est comme ce que je voulais dire sur les primaires. C'est-à-dire que c'est pas dans ceux qui gravitent encore autour des partis qu'on va trouver la solution, c'est dans la capacité à remobiliser ces millions de gens. Mais ils sont majeurs, Vous savez, il faudrait faire une émission entière sur la représentativité, ne serait-ce que de nos parlementaires par rapport au nombre d'électeurs inscrits. Souvent, c'est un autre débat. Non, mais c'est le débat. C'est le débat. Merci Alexis Corbière. On aura retenu qu'il vous manquait entre 200 et 300 signatures pour que Jean-Luc Mélenchon puisse se présenter à la présidentielle de l'an prochain. Et que nous sommes en train de les chercher. Voilà. Et que vous les trouverez. Pas d'inquiétude. Vous êtes optimiste. Bien sûr. Merci